Ah, moi, j'adore. C'est mon moment de la journée, ça, les histoires de mythes et complots. Avec Christian Page. Salut, Daniel. Comment tu... t'as parlé à Fred, toi. Ah oui, absolument. Je vais vous interdire de vous parler tous les deux, c'est pas possible. Hey, écoute, j'ai pas pu Je me suis jamais fait appeler autant Daniel depuis que Fred a commencé ça. Tout le monde m'appelle de même. Ce qui rassure ma famille, parce que ma famille... Il avait oublié que tu t'appelais Daniel. Ah, non, ma famille, ils m'ont jamais appelé. Va dire à mon frère, Dan. C'est qui, Dan? Il sait pas, lui, c'est Daniel. Mais là, ça arrête pas. Christian, tu m'énerves. Continue. Écoute, effectivement, j'ai parlé avec Fred en coulisses et à propos de sa chronique qu'il a fait, il a parlé beaucoup des théories du complot puis de quelle est l'attitude des théoriciens du complot. J'ai écrit, moi, un bouquin complet sur les théories du complot. Et je peux te dire que c'est un univers que je connais bien. Je connais bien également les artisans, là, ceux qui sont les propagandistes des théories du complot. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, ça devient très difficile de pouvoir échanger avec ces gens-là. Et je te donnerai un peu l'analogie, moi quand j'en parle, je dis c'est un peu l'analogie du joueur d'échecs et le pigeon. On a un joueur d'échecs dans un parc et il y a un pigeon qui se pose sur la table. Alors le joueur d'échecs se dit tiens, voilà un autre joueur. Non. Il aurait beau faire n'importe quel coup, le meilleur mouvement des jeux dignes de Karpov, Korchnoi, Haaland, le pigeon s'en fout. Il sera jamais impressionné par ça. Parce que le pigeon, lui, n'est pas là pour jouer aux échecs. Il est là pour renverser des pièces puis déféquer partout sur l'échiquier, tu comprends? Et la deuxième erreur, c'est que le joueur d'échecs a pensé pendant un moment qu'il était face à un autre joueur. Et ça, c'est une erreur. Et moi, je peux te dire, pour avoir donné des conférences sur les théories du complot, j'en donne une encore cet automne. Justement, on va parler de l'homme sur la Lune, les chemtrails et tout le reste. Parce que c'est intéressant de savoir d'où ça vient, ces théories-là, comment on les entretient, puis avoir également des réponses claires. Parce que c'est pas tout. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les théories du complot. Répondre clair, ils s'en contre-sacrent. C'est ça. Il y a, de façon générale, t'as des gens qui se sont questionnés sur ça, les théories du complot, d'où ça vient, c'est quoi les réponses. Et t'as les purs et durs, les véritables théoriciens du complot, pour qui, eux, ils sont pas là pour écouter tes réponses. Ils sont pas là. T'aurais beau fournir la meilleure réponse, le meilleur détail. Pour eux, on te diabolise. Moi, chaque semaine, je reçois des courriels orduriers, des menaces. Il y a même des gens qui se sont dit, on va l'attendre à la sortie. J'étais passé à Radio-Canada, à l'émission de... J'en ai fait l'expérience. Non, c'est ça. J'étais passé à Radio-Canada à la sortie de mon livre sur les théories du complot. Tout le monde en parle. Et j'avais parlé des chemtrails. Des gens m'ont envoyé des courriels en me disant, on sait où tu travailles au 98.5, on connaît l'endroit où est la station, et puis on va t'attendre à l'extérieur, puis on va te faire ta fête. Ces gens-là te diabolisent. En théorie, je serais payé attention, moi, je me pognerais pas avec Christian Page. T'es un gars costaud. Donc, tu vois, c'est un... Et j'étais aussi d'accord avec Fred et ce qu'il apportait. C'est vrai que je vais souvent dans les écoles faire des conférences sur les théories du complot, mais aussi sur les phénomènes paranormaux. Et ce qui me frappe, c'est que dans les écoles secondaires et même au cégep, il n'y a pas d'outils pour développer le sens critique. Les gens, que ce soit de croire aux théories du complot ou croire au paranormal de façon générale. Fred, puis qu'en Belgique, ils ont commencé quelque chose justement pour former les jeunes enseignants à trouver des pistes pour être plus critiques. Moi, je vais dans les écoles secondaires, je donne des conférences sur le paranormal, parce que le paranormal, faut pas se le gâcher, c'est un phénomène social très important. C'est le deuxième phénomène qui fait appel aux croyances, le plus important après les religions institutionnalisées. Donc, c'est très important. Une personne sur deux dans notre société occidentale dit croire aux phénomènes paranormaux et 30% de la population justifie ses croyances par rapport au paranormal par des expériences personnelles. Alors qu'on y croit ou non aux fantômes, les extraterrestres, ça n'a pas d'importance. C'est un phénomène social très important. Les jeunes sont... un gars qui m'a écrit sur Internet qui me parlait des fantômes, qui lui écrivait lui-même puis qui y croyait. Moi, j'ai eu un petit doute à partir du moment où je me suis aperçu que ces fantômes faisaient même faute d'orthographe que lui. Effectivement. Mais c'est un phénomène auquel les jeunes sont confrontés soit par la littérature, soit par le cinéma, la télévision, Stranger Things, les films au cinéma qu'on nous présente comme étant... On est censé faire la différence. Et t'as des films au cinéma. En fait, un film sur deux qui sort au cinéma sur le paranormal se targue d'être basé sur une histoire vraie, d'après une histoire vraie. Ça, c'est étonnant parce qu'à un moment donné, c'est qu'il fallait, au début de ça, c'est quand ça partait d'une histoire vraie, il fallait que ça soit l'histoire vraie. Maintenant, tu peux partir le gars a traversé la rue à telle heure, là, tu pars de ça puis tu fais combien de mains autre film? On prend une anecdote rapportée dans la presse et on fait un film autour de ça. Mais les jeunes n'ont pas les outils de sens critique pour arriver à dire, OK, voilà, c'est un film, mais
il y a peut-être 10% de vrai ou 2% de vrai. Le reste, c'est de la fiction. On ne donne pas aux jeunes ces outils-là. Et pourtant, et c'est là c'est ça qui est un peu malheureux. Les phénomènes paranormaux, les fantômes, les extraterrestres, tout ça, tous ces sujets-là ont fait l'objet et continuent de faire l'objet de recherches dans des milieux académiques. C'est pas forcément les réponses que tu voudrais entendre, mais ces gens-là font des recherches autour de ça. Pourquoi les gens croient aux fantômes? Est-ce que les fantômes peuvent être finalement le résultat de biais cognitifs? Quel est le mécanisme qui entraîne ces biais cognitifs? Et moi, je crois à d'autres fantômes. Je crois à ceux que tu as perdus et qu'est-ce que tu en fais à l'intérieur de toi? Bien sûr. Mais pas avec un drap à la tête, hostie. Voilà. Pardon, j'en me suis encore jamais. Hey, je vais m'habituer à m'emmener, là. En fait, on est immortel tant ou si longtemps que les gens se rappellent de nous ou se rappellent des enseignements qu'on a donnés ou des conseils qu'on a donnés. On est quelque part vivant dans leurs actions. Mais bon, c'est vrai dans la culture occidentale, on aime croire, puis pas seulement dans la culture occidentale, on aime croire que nos proches disparus sont autour de nous, qu'ils sont là, qu'ils veillent sur nous. Ça rend les choses moins souffrantes, hein, voilà. C'est certain. Mais ça, ce n'est pas par définition, l'être humain veut moins souffrir, je comprends ça aussi. Et t'as raison, Dan. Et ça, ce n'est pas de la science, c'est un espoir. Et on n'est pas là pour dire s'il faut avoir cet espoir-là ou non d'une vie après la mort, mais la science s'est penchée là-dessus. Et malheureusement, il n'y a pas de courroie de transmission entre les scientifiques qui font de la recherche sur ces phénomènes dans des milieux universitaires, qui font l'objet de publications dans des périodiques scientifiques. Cette recherche-là, elle est publiée, mais il n'y a pas de courroie de transmission entre ça et le public. Donc, on est à la portée des chasseurs de fantômes, chasseurs de martiens, qui nous racontent toutes sortes de bêtises. Et moi, je suis frappé, lorsque je vais dans les écoles secondaires, de voir comment les jeunes sont réceptifs à toute cette information-là, mais qui ont absolument aucun moyen pour la décanter. Moi, quand je lui dis, par exemple, qu'il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans maintenant, un des plus grands chercheurs sur les neurosciences, Olaf Blank, dans un laboratoire à l'école polytechnique de Lausanne en Suisse, a réussi à reproduire des fantômes. Évidemment, c'était pas le fantôme avec le drap sur la tête, puis c'était pas le revenant, mais il a réussi à démontrer quel était le mécanisme des biais cognitifs qui font que les gens auront l'impression qu'ils ont une présence autour d'eux. En fait, le problème naît du fait que ton cerveau reçoit des stimuli qu'il est incapable de gérer, et là, il crée une sorte de projection. Non, il crée une projection. C'est un peu comme si ton cerveau te disait, OK, moi, là, Dan Bigra, le cerveau de Dan Bigra, dans la tête de Dan Bigra, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de moi parce que je suis dans l'obscurité, parce que je suis dans l'obscurité, parce que j'ai une privatisation sensorielle. Bon, je suis dans le noir, j'ai un bandeau sur les yeux, je n'arrive pas à savoir exactement ce qui se passe autour de moi. Ton cerveau à ce moment-là se dit OK, il a fait une image de ton environnement. Quand tu es entré dans la pièce, il y a quelques minutes, ton cerveau a visualiser l'image de ton environnement. Tant et si bien que si tu te fermes les yeux, ton cerveau sera capable de te visualiser assis sur ton fauteuil, derrière ton micro, et te dire exactement où tu es. Il va recréer cette image-là. S'il n'arrive pas à comprendre s'il y a un stimuli et il n'arrive pas à le placer dans cet environnement-là, il va créer une espèce de projection à l'extérieur de toi. Évidemment, ça se fait dans ta tête, là, mais il se dit, si je peux pas comprendre ce qui se passe de mon point de vue, si je me plaçais ailleurs dans cet environnement, est-ce que je pourrais comprendre le stimuli? C'est tellement vrai. Et en faisant ça, Dan... Juste une seconde, as-tu déjà été dans les espèces de neufs avec t'as de l'eau... oui, les bains flottants. Les bains flottants, c'est ça. Et puis, tu as plusieurs étapes. Tu peux laisser la porte ouverte, mais là, le sel te gratte sa peau, fait que tu fermes, c'est fatigant. Tu peux fermer la musique. Oui. Puis tu peux fermer la lumière. Oui. Et là, tu es en complète privation sensorielle. T'entends rien par ce qui. Moi, je suis pas quelqu'un qui imagine des affaires. Et j'étais pas loin de la panique à un moment donné. Il a fallu que j'ouvre. Ouais. Puis d'habitude, je suis capable de rationaliser comme il faut. J'étais pas bien. Donc, je comprends que le cerveau fasse ça. Le cerveau fait ça. Et à partir du moment où il fait ça, si tu es attentif, tu auras vaguement l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre autour de toi. Tu vas avoir l'impression d'une présence. Mais cette présence-là, c'est ton cerveau qui l'a provoqué, tu comprends? Parce qu'il essaie de se replacer dans un environnement. En ce moment, j'ai l'impression que Christian Page me parle, c'est bizarre. Il me dit des affaires bizarres, étranges. Et ces recherches-là ont été faites. C'est fascinant de voir comment notre cerveau essaie de comprendre ce qui arrive autour de nous et comment il va décanter l'information. Tout ça a fait l'objet de publications dans des périodiques scientifiques, mais ce n'est malheureusement pas amené sur le terrain. Donc, les gens dans les écoles, les jeunes au secondaire, les jeunes au cégep,
cégep. Eux, ce qu'ils vont, ce sont des sites où on a des chasseurs de fantômes qui leur racontent toutes sortes de bêtises. Et là, ils se disent, bon, on va adhérer à ça. C'est un peu malheureux. Mais bon, je ne peux qu'encourager. Des fois, on parle de la désinformation. C'est qu'on reçoit une mauvaise information, mais c'est parce qu'au départ, on n'a pas la bonne. On n'a pas la bonne. On peut même pas choisir. Et je veux pas faire un... Si t'es jeune, t'es au secondaire, puis t'as juste de la mauvaise information, puis la bonne qui te parviendrait des scientifiques de Lausanne ne t'est pas fournie, mais t'as pas le choix. Oui. Et le problème, il est double, parce que les médias sont pas vraiment intéressés non plus de faire ça. Moi, je connais, je ne citerai pas, là, mais il y a des réseaux de télévision, disons, spécialisés dans le pseudo-documentaire au Québec. Ces gens-là sont pas intéressés de faire des trucs là-dessus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mets-nous du fantôme, Christian. Moi, j'ai présenté des projets, ils m'ont dit non, mets-nous du fantôme, mets-nous de la fumée, mets-nous quelque chose, un Bigfoot, un monstre du Loch Ness, mais il faut que les gens avalent ça. Oui, mais c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être d'autres explications. Ce serait intéressant de les connaître, ces autres explications. C'est pas vendeur. La vérité n'est pas vendeuse. La science ne rend pas heureux. C'est simplement ça. La science rend pas heureux. La science n'est pas là pour te rendre heureux. Mais malheureusement, le rêve, oui. Et c'est ça, les gens veulent rêver. Quelque part, moi, je travaille dans le rêve. Ouais, la poésie, la musique, c'est un peu ça, mais on prétend pas que ça existe. Là. On crée pas une réalité parallèle. Après la pause, Christian Page reste avec nous autres. Oui, on a des pauses, qu'est-ce que tu veux. C'est normal, il faut payer le loyer, là. Mais Christian reste avec nous autres. Fait que on se reparle de tous ces sujets merveilleux après la pause. Alors, mon Christian. Oui, t'es en nombre. J'essaie de t'imaginer une femme de curling. Oui, on parlait en nombre que mes seules idées de suicide quand j'étais jeune, c'est le dimanche quand il y avait le curling. Mais c'est parce que là, je l'ai vu aux Jeux olympiques, puis là, j'ai vu la haute gamme, puis je me suis mis à triper sur le curling. Je sais pas, je vieillis peut-être un petit peu, mais... m'attendais pas à ça. J'avoue, je m'attendais pas à cette confidence-là le curling. Alors ça, c'est pas du surnaturel. J'aime bien le curling. Je dis pas que j'irai voir une game, mais à la TV, je reste là quand ça joue. Bon, écoute, tant mieux. C'est parfait. Écoute, non, mais on a eu de la misère à partir, tu t'étouffais. Oui, c'est bon. Okay. Allons-y avec nos actualités insolites de la semaine. Vas-y. Écoute, on va essayer de faire ça très, très vite. La première grande nouvelle, elle a été répercutée partout sur le web, dans les médias et en particulier les médias français. On a retrouvé le Minerve. Donc, qu'est-ce que c'est que le Minerve? C'est un sous-marin qui faisait partie de la flotte française. Et ce sous-marin est disparu mystérieusement le 27 janvier 1968. Donc, je t'explique un peu les conditions. Ce jour-là, donc, on est en janvier 68, il fait un mauvais temps au large de Toulon. Toulon, c'est dans le sud de la France, là, c'est au sud-est de Toulouse. Donc, ces gens-là sont, la température est pas idéal, il y a une mer houleuse et les gens à bord du Minerve, on a un équipage de 52 personnes, ils doivent faire un test de relais pour calibrer un radar sur un avion. Donc l'avion passe et le Minerve communique avec lui, on calibre le radar. L'avion arrête pas parce qu'il dit I got nothing to lose. Ouais. J'ai d'avoir un pet de cerveau, désolé, ça m'a échappé. Et là, en fait, ce matin-là, l'avion doit faire 2 vols au-dessus du Minerve, mais finalement, les conditions météo sont tellement mauvaises qu'il n'en fait qu'un seul. Et puis, il est 17h55 le matin. Après ce premier passage, le Minerve décide de rentrer. 7h55. Oh, j'ai entendu 17h55 le matin. Ça non, faisait pas 7h55. Et là, le Minerve doit rentrer à Toulon. Et là, la communication s'arrête brusquement. 4 minutes plus tard, un sismographe à Nice détecte une onde de choc. On suppose que c'est le Minerve qui a implosé sur lui-même quand il a atteint la profondeur de 600 mètres. Qu'est-ce qui s'est produit? Il faut dire de 1968 à 1970, les autorités françaises ont essayé de retrouver le Minerve. Ils n'y sont pas parvenus. Cette année-là, 4 sous-marins ont disparu mystérieusement, donc dans des conditions nébuleuses, en 1968. Et là, évidemment, ça a donné naissance à toutes sortes de théories. Hein. Donc, Mansac, tu me paieras jamais assez cher pour embarquer dans une cochonnerie. Donc, c'était ou bien le navire, le Minerve a été télescopé par un bateau et que le bateau impliqué a caché l'information. Une autre hypothèse, c'est qu'il y aurait eu un escarmouche avec les Soviétiques, avec un sous-marin soviétique. Et comme en 1968, il y a eu des observations d'OVNI au sud
sud de la France, ben évidemment, les extraterrestres sont jamais très, très loin. Dans le doute, accuse les extraterrestres des sucres du dôme dessus. C'est payant. Et là, donc, on avait fait des recherches pour essayer de retrouver le Minerve, essayer de comprendre les causes de cette disparition. Très mystérieuse. Et là, voilà que au début de l'année 2019, les autorités françaises ont dit qu'ils allaient reprendre les recherches pour retrouver le Minerve. Ils ont fait appel à une compagnie qui s'appelle Ocean Infinity, qui est une compagnie américaine, qui avait d'ailleurs participé aux recherches pour retrouver l'avion de la Malaysian Airlines, le MH370. Oui. Et là, ce week-end, on a appris qu'ils avaient retrouvé l'épave du sous-marin. Il gît quelque part à peu près à 40 kilomètres au sud de Toulon, donc en mer Méditerranée. Il repose sur le fond à 3370 mètres à peu près. Ah, donc, ils ne sont pas le chercher très, très, très profond. Là. Il est hors de question de renflouer ou de remonter l'épave. D'ailleurs, l'épave est brisée en 3. Mais malheureusement, ça ne permet pas d'avoir une explication sur ce qui s'est produit. Donc, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que dans le absolument. Donc, dans le gouvernail de profondeur, ce qui permet au sous-marin de plonger, il y aurait eu une avarie et le sous-marin aurait resté en position de plongée jusqu'à temps qu'il atteigne cette profondeur d'implosion. Quelle horreur! Fait que le monde dedans savait qu'il descendait. Voilà, donc le sous-marin descendait et il devait entendre craquer de partout le sous-marin les plaques de métal qui devaient travailler jusqu'à temps que le sous-marin implose à 7h59 ce matin du 27 janvier 1968. Donc les extraterrestres, les Russes, tout ça n'ont rien à voir dans la disparition du Minerve. Quelle horreur quand même! Oui. Écoute, je sais que le temps file rapidement, il reste 1 minute. Rien que pour te dire, as-tu déjà entendu parler, Dan, de Stonehenge? Hein, c'est un alignement de mégalithes qu'on retrouve là dans le Wiltshire en Angleterre. Et faut dire que il y a toutes sortes de théories. Hein. Ce sont des blocs énormes. Ça a été construit là, à peu près entre 2500 et 1100 avant Jésus-Christ. On sait que certains donc, des blocs... Donc, théoriquement, il n'y avait pas de technologie, c'est donc... Les extraterrestres! OK. T'as bien compris la leçon. Okay. Donc, on sait que des blocs ont été déplacés sur certains des blocs pèsent 50 tonnes et certains d'entre eux ont été déplacés sur des dizaines de kilomètres, en 250 kilomètres. Alors, comment on a pu faire ça sans un outillage moderne? Ben, évidemment, soit que c'est le savoir d'une civilisation extraterrestre ou le savoir de descendants des Atlantes ou d'une super civilisation. Mais cette semaine, dans le périodique scientifique Antiquity, des chercheurs de l'université de Newcastle, on propose une nouvelle théorie. On a trouvé sur les sites des vases qui contenaient de la graisse de porc. Ah, il faisait glisser. Voilà. C'est plate, des fois, la science. Je comprends que c'est moins La science, ça rend pas heureux. Dans quelques instants, on revient sur l'attaque verbale qu'a subie